Plusieurs milliers de couples comme Martin et Julia sont confrontés quotidiennement en France à ce problème du sida. Parmi eux, un de nos invités, Laurence, que nous retrouverons dans quelques instants après quelques pages de publicité. Mes cheveux n'avaient plus que 5 minutes à vivre. Et puis j'ai découvert le shampoing Pantene 2 en 1 au provitamine B. C'est nouveau. C'est un shampoing et un après-shampoing en un seul produit. Il nourrit mes cheveux en profondeur pour la force et donne de l'éclat en surface. J'ai tout de suite senti une vraie différence. Mes cheveux sont forts, doux, éclatants. Nouveau Pantene 2 en 1 au provitamine B, sous l'éclat, la force. Ça aurait été dommage de les couper, non? Mange le plus McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. McCain, c'est ceux qui en parlent le moins. Viens, tu verras. Tu verras, l'été, il habite ici. Viens, tu verras, tout est en fleurs. Tout est prêt. On n'attend plus que toi. Viens, tu vas voir. La Guadeloupe, elle n'a jamais été aussi belle. Ah, Craquinot. Peut-il résister à ces croustillants pétales de maïs, enrobés de miel et incrustés de cacahuètes? Croustillant, craquant. Craquinot au petit déjeuner, complètement craquant. Craquinot de Kellogg's. Citroën XM V6 24. 24 soupapes sous haute tension. Citroën XM, la route maîtrisée. Chaque matin, il y a un rendez-vous auquel je tiens, avec la lotion pétrolane, parce que je tiens à mes cheveux. Et les pellicules, les cheveux ternes, fatigués, c'est pas pour moi. Lotion pétrolane, aux extraits naturels actifs. Appliquée en massage, elle stimule l'activité du cuir chevelu. Les cheveux sont nourris et fortifiés à la racine. Les cheveux en pleine santé pour longtemps, c'est tout. Lotion pétrolane. Les Films Atlas présentent Les Génies du cinéma. Une fantastique collection vidéo des chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Cette semaine, sortie du numéro 2, Hitchcock, 129 francs seulement. Et en plus, en cadeau, les temps modernes de Chaplin. Chez votre marchand de journaux. Quand les volcans d'Auvergne étaient enfants, ils riaient très fort. De cette jeunesse tumultueuse, ils nous ont laissé de minuscules traces, très précieuses, les oligo-éléments. Jour après jour, ils les ont transmis à l'eau de Volvic, pour que notre jeunesse à nous soit toujours en éveil. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Il suffit parfois d'un rien pour tuer une entreprise. Ça vous étonne? Pourtant, la plupart des entreprises sont assurées contre les accidents. Mais pas contre leurs conséquences. Blocage de la production, perte de la clientèle. Évidemment, pour éviter cela, il faut penser à tout. Tout prévoir, tout envisager, tout calculer. Pas facile, hein? Mais on est numéro 1, oui ou non?
gel adoucissant, pour moi, c'est fini. Maintenant, j'ai le nouveau Dash 3 Ultra, tout petit. Pourquoi se compliquer la vie? Dash 3 Ultra, un seul produit, ça simplifie la vie. Nadine, vous n'avez pas eu la même chance que la Julia du film. Après une vie mouvementée, alors que vous vous croyiez stérile, je crois, vous avez accouché d'une petite fille, Sabrina, et puis le drame est venu très vite. Racontez-nous. Oui, Sabrina avait 3 mois. Déjà, premièrement, je veux dire que c'était un très beau bébé. Et à l'âge de 3 mois, faisant des otites sur otites, un jour, on l'a emmenée en urgence à l'hôpital. Et puis, le soir, arrivant à l'hôpital, j'ai trouvé un lit vide. Et on m'a dit là, on l'a emmenée à l'hôpital Trousseau parce que ça n'allait pas. Et arrivé à l'hôpital, on a fait des tests, Et puis, ça a commencé l'angoisse durant 2 jours. Et puis, le résultat était là, brutal. Sabrina avait le sida et moi, j'étais séropositif. Et là, Une seule fois, vous n'aviez pensé à cela auparavant? Pas du tout. Pas du tout, parce que on commençait à en parler en 87. Et puis, j'avais arrêté, j'avais une autre vie depuis 3 ans, donc ça ne m'était pas venu à l'idée. Et quand on m'a appris, c'était un choc, parce que toute ma vie avait changé à cet instant-là. Parce que quand on vous dit votre enfant sida, ça vous remonte à l'intérieur. Et puis j'ai dit, bon, va falloir se battre. J'ai parlé à Sabrina, et puis on s'est battu jusqu'à ce qu'elle ait 22 mois, on s'est battu parce qu'elle avait envie de vivre. Et ça, c'est ça qui m'a permis aussi à moi de combattre. Parce que c'est pas évident de vivre avec un enfant qui a sida. C'est à chaque fois quand le médecin vous dit il y a encore un virus, il y a ci, il y a ça, il y a une hépatite, il y a une pneumocystose. Mais c'est l'enfer parce que c'est dur à assumer. Mais il fallait assumer parce que sinon c'était la mort tout de suite. Et moi aussi. Et puis on s'est battu, on a vécu quelque chose de merveilleux. J'avais mes amis, j'ai mes amis encore qui sont là, et je les remercie parce que c'est important. Ils vous ont beaucoup entouré. Ils ont été là dès le départ, et ils sont là encore actuellement. Et je crois que c'est important pour moi aussi. Et puis, quand Sabrina est décédée, c'était en fait, pour elle et pour moi, un soulagement, parce qu'arriver à un moment donné de la maladie du sida, on sait très bien que quand il y a un moment où le médecin vous dit, bon, là on sait qu'on ne pourra plus rien faire, ça ne sert à rien que les enfants souffrent. C'est un être humain, et puis je pense que là où elle est actuellement, c'est elle aussi qui me pousse chaque instant, quand j'ai le blues, j'en peux plus, c'est elle qui me dit, maman, vas-y, continue, bats-toi pour d'autres enfants, pour d'autres mamans. Et c'est pour ça que, en fait, je suis à Différence Positive, l'association, parce que je rencontre d'autres mamans, et puis je crois que l'environnement aussi. Je rencontre des malades, on est ensemble, on se bat. Et puis ça vous aide peut-être à supporter votre propre séropositivité? Bah heureusement, parce que je crois que je me mets une balle dans la tête et puis c'est tout. Parce que le quotidien, c'est trop. On ne peut pas vivre le quotidien. C'est très dur à assumer seul. Lorraine, vous avez connu une vie un peu de routard depuis l'âge de 16 ans. Vous avez quitté le domicile de vos parents à cette époque-là. Vous avouez, je crois, beaucoup d'aventures au cours de cette vie de 4 années, je crois, à l'étranger. Et puis vous avez rencontré une femme avec laquelle vous avez fait votre vie. Et puis un jour, là encore, le sida vous est tombé sur la tête. Là encore, le sida m'est tombé dessus. Alors c'est vrai que bon, moi, contrairement à Nadine, je suis issu d'un milieu très très favorisé. J'ai été élevé par des grands-parents fabuleux, dans une province merveilleuse, donc dire le pied, quoi. Et puis, bon, un père aux États-Unis qui ne me manque pas, bon, que j'ai pas connu, donc c'était pas un problème. Une mère toujours là, présente. Et puis
Puis bon, j'ai quitté malgré tout ce cocon doré à 16 ans, parce que j'avais envie de vivre autre chose, j'avais pas envie de m'enfermer dans des études, et c'était un choix. Puis bon, j'ai commencé à mettre ma vie au service de la jeune délinquance. Donc déjà, je faisais du social à cette époque-là, c'était très drôle, de la jeune délinquance, puis ensuite après au service des personnes âgées. Là-dessus, j'ai enchaîné sur un tas de voyages à travers le monde, pour un club de vacances, que je ne citerai pas, c'est pas utile. Et puis bon, plein d'aventures, c'est vrai, mais bon, quand on a 16 balais, 17 balais, 20 balais... Et à ce moment-là, l'idée du sida, dont on parlait dans les journaux, ne vous était jamais venue à l'esprit? C'était en 79, on n'en parlait même pas. C'est vrai. Et puis j'ai eu un jour la chance, il y a 7 ans, de rencontrer une femme qui a rempli ma vie, qui a fait que ma vie d'un seul coup a changé, et où on a commencé à construire quelque chose. Et puis en 86, là la presse a commencé à parler du sida, mais alors ça faisait tous les kiosques. Hein. Alors, le sida, on ne parlait que de ça, puis a priori ça marchait bien, ça devait vendre pas mal au niveau des journaux. Et là j'ai commencé un peu à flipper et à me dire, avec toute la vie que j'ai eue, pourquoi pas moi. Et comme j'avais une infection dentaire qui avait tendance à se généraliser, et qu'il fallait absolument que je rentre en clinique, puis des ganglions dans la nuque, je suis allé voir ma toubib, qui était une amie, et qui m'a dit, mais arrête de délirer, bon, le sida, il y a le sida, mais il y a d'autres maladies, et pourquoi le sida plus qu'une autre, bon. Et j'ai dit, mais quand même, faisons le test. Et je suis rentré en clinique, et alors là, chose fabuleuse, dans une clinique pourtant de la banlieue parisienne, on m'a fait le test à mon insu, là aussi. Et puis 10 jours plus tard, quand je suis sorti clinique, je suis rentré à la maison, il y a 20 ans, remis un peu à neuf, puis ça m'a un petit peu sorti la tête, quoi. Et puis j'ai vu une toubib arriver, donc cette amie, à 19h, frappe à la porte, me dire, blanche, mais blême, hein, vraiment elle était mal, me dire, j'ai quelque chose de pas sympa à t'annoncer, les tests sont positifs. Alors moi je dois dire que bon, ou c'était de l'inconscience, ou il y avait un malaise, mais ça ne m'a pas vraiment posé de problème. Pour moi, ça ne m'a pas posé de problème. La seule ombre que ça a jeté au tableau, c'était de me dire, mon Dieu, moi, séropos, ok, tu as bien vécu et tu vas vivre encore, mais à côté, tu as quelqu'un qui est dans ta vie depuis 4 ans, est-ce que tu n'as pas contaminé cette personne, et est-ce qu'en voulant lui donner de l'amour, tu lui as pas donné de la mort? Vous l'avez avoué facilement? Ah ben, elle était là. À venir, j'ai pas eu le choix, quoi. Elle était là. Et là, on a flippé. Et Dieu sait que, bon, on parle du rôle des associations, mais on peut aussi dire que parfois, c'est pas toujours... ça peut être mauvais, parce que, bon, on a appelé une association une permanence téléphonique, où, a priori, on est tombé sur un mec qui ne devait pas être formé, parce qu'il lui a répondu, ma pauvre dame, si ça fait 4 ans que vous avez des rapports sexuels avec un séropositif, eh ben, vous avez toute chance d'être contaminé. Et là, on a passé 15 jours en attendant les résultats de ces tests, à elle, 15 jours dans l'angoisse, à flipper complètement. Et en fait, ces résultats, ils étaient, contrairement à toute attente, ils étaient négatifs. Ils le sont toujours, et puis ils le seront longtemps, puisque maintenant, on prend nos précautions. Et comment votre compagne a-t-elle accepté votre sida, votre séropositif? 15 jours d'enfer pour elle, ensuite des mois de galère. Parce qu'après ça, il y a eu toute la période où ça s'est bien passé pour moi. Je travaillais, bon. Et puis ma mère l'a appris, par une lettre de l'hôpital. Erreur médicale, on appelle ça comme on veut, mais elle l'a appris. Par une lettre qui n'aurait jamais dû lui arriver d'ailleurs. Donc j'ai changé d'hôpital, j'étais à Mont-d'Or, au service de professeur Farcé, je suis allé à Clos Bernard. Donc ma mère l'a appris, il a fallu que je justifie de ma vie. Raconter à une mère qui n'est pas au courant de votre vie, toute votre vie, c'est pas facile. Ça s'est pas bien passé, donc j'ai eu à gérer les angoisses de ma femme, les angoisses de ma famille. Donc un peu trop pour moi. Là-dessus, on dit le sida ou la séropositivité n'est pas un problème. Moi je travaillais, c'est vrai que c'était pas un problème, seulement une absence, un examen, un hôpital de jour, une deuxième, une troisième, justifiée par des papiers émanant du service des maladies infectieuses, puis votre employeur n'a pas besoin d'être inintelligent pour comprendre d'où ça vient. Et puis bon, vous trouvez l'excuse du plombier, l'excuse de ce que vous voulez. Au bout de 3 ou 4 excuses, quand vous êtes pigiste ou employé temporaire, on ne vous fait plus vraiment confiance et vous n'avez pas envie de perdre votre emploi quand même. Donc j'ai dit à mon employeur, qui était quelqu'un d'intelligent, je pense, une femme, bon, assez humaine, je lui ai expliqué, elle m'a dit, ok, pas de problème. Puis j'ai continué. Puis je suis encore tombé malade en février, et puis au bout de cet autre arrêt maladie, là il y avait eu un changement de comportement en face,
Et puis, réclamant les primes qui m'étaient dues, je me suis entendu dire que bon, trop c'était trop, mais qu'on ne pouvait pas me garder d'ailleurs, parce que bon, qu'offrir, je ne peux même pas condamner, qu'offrir comme garantie de la part de son employeur à quelqu'un qui lui dit toutes les semaines, je suis absent une journée. Vous posez là tous les problèmes de la vie avec le sida, on va y revenir avec nos invités dans quelques instants. Mais auparavant, je voudrais que nous nous retournions vers SVP, où je pense qu'il y a, Laure Baudouin, beaucoup de téléspectateurs qui vous ont appelé, peut-être pour vous donner des témoignages, mais aussi pour poser un certain nombre de questions. Oui, Gilbert Kahn. D'abord, la première constatation ce soir est la suivante. Il y a peu de témoignages de séropositifs et de malades du sida sur le vécu de la maladie. En revanche, une multitude de questions qui se rapprochent des questions que l'on avait il y a 4 ans dans les dossiers de l'écran. Alors, est-ce que l'information est bien passée? Ça, c'est une des questions qui sera peut-être évoquée tout à l'heure. Je vais vous lire un certain nombre de questions qui sont les suivantes. Tous les séropositifs développent-ils à un moment ou un autre la maladie? Est-il exact qu'il y ait 245 formes du virus, comme je l'ai entendu au journal télévisé? Un informaticien nous demande si une femme séropositive peut transmettre le virus HIV à un homme. Une infirmière de lycée nous a téléphoné pour nous signaler que les adolescents se posent beaucoup de questions sur le baiser et la transmission par la salive. Un étudiant qui nous demande si la fellation est un moyen important de contamination. Enfin, une dernière question qui tendrait peut-être à prouver qu'il faut informer et encore informer. C'est une hôtesse d'accueil qui nous dit « Je suis séropositive, faut-il que je me fasse suivre ou dois-je attendre la déclaration de la maladie ?» À toutes ces questions, je pense que la réponse appartient aux médecins qui sont présents sur le plateau. Monsieur Rosenbaum, vous vous rendez compte à quel point le public est, disons pas mal informé, mais peut-être refuse l'information? J'ose espérer que cet échantillon n'est pas représentatif. Effectivement, il est vrai qu'à chaque fois que l'on a à faire une information, ce type de questions se repose. Je crois quand même qu'il y a eu des sondages qui ont été faits en France pour évaluer la connaissance de la maladie, et ils révèlent malgré tout une connaissance satisfaisante des principaux modes de transmission et de ce qu'il faut faire pour se protéger contre cette maladie. Il est vrai qu'à mon sens, il faut faire ce qu'on appelle en santé publique du passage répété. Devant une maladie aussi désagréable, les gens ont tendance à oublier et se protègent derrière des fantasmes plutôt que de regarder la vérité en face. Mais c'est vrai que déjà, ne serait-ce que par les chiffres qui sont avancés, on parlait tout à l'heure de 245 formes de virus, on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais ne serait-ce que par les chiffres annoncés, on n'a jamais les mêmes chiffres selon les sources. On parle notamment en France de 100 à 250 000 personnes pouvant être touchées par le virus. On parle de 11 000 cas déclarés, mais à d'autres endroits on parle de 8 ou 9 000, peut-être plus. On a invoqué des chiffres beaucoup plus importants il y a peu de temps encore. Comment cela se fait-il? Comment ne peut-on pas aujourd'hui, avec les progrès de l'information, ne pas donner une vérité exacte au public? Est-ce qu'on cache quelque chose? Enfin, j'ai la parole, je vais la prendre, et je voudrais surtout relever une chose. Par rapport aux chiffres, il y a une incertitude de toutes les enquêtes quand on fait un sondage, et on ne peut travailler que par sondage dans ce domaine, il y a toujours des incertitudes. Mais personnellement, j'ai envie de dire, n'importe, 8 000, 12 000, 20 000, 100 000, 150 000, 250 000, n'importe, à la limite. Les chiffres sont de toute façon suffisamment préoccupants pour faire quelque chose et pour apporter une réponse à cette épidémie. Je crois qu'il faut garder cette idée en tête. Je voudrais surtout relever, parmi les questions qui ont été posées, un certain nombre, je crois, aujourd'hui les gens connaissent bien la réponse, mais je voudrais relever une question qui, à mon avis, n'a pas été débattue actuellement en France. C'est celle du traitement. Il y a une question qui a été posée, je sais que je suis séropositive, faut-il que j'attende? Et là, je suis effrayé du nombre de personnes qui se croient séropositives et ne se font pas tester, qui, lorsqu'elles se sont fait tester,
savent séropositifs ne se font pas suivre et donc ne bénéficient pas aujourd'hui de ce que l'on appelle la prise en charge précoce de l'infection par le VIH, qui est donc le virus responsable de cette maladie, et qui ne bénéficient pas donc des traitements, puisqu'ils ne se font pas suivre. Est-ce qu'il est facile de faire ces tests et sont-ils remboursés par la sécurité sociale? Sont-ils pris en charge par les hôpitaux, par les médecins? Est-ce que tous les médecins informent réellement leurs patients de cette éventualité? Je crois que le niveau d'information est à ce niveau-là, sur ce sujet, n'est pas très bon dans le public, n'est pas très bon parfois chez les personnes concernées et n'est pas très bon chez les médecins. Je crois que ça c'est une chose qui mérite d'ailleurs débat, le problème de l'information du corps médical sur une maladie nouvelle, finalement. Le problème économique en France est, à mon sens, marginal. Monsieur Lévy, est-ce que les porteurs de sida ont changé de visage? On a, au début de cette maladie, orienté complètement les projecteurs vers la communauté homosexuelle. Et aujourd'hui, il semble, bien que certains journalistes disent le contraire, d'autres l'écrivent, aux États-Unis notamment, il semble que les hétérosexuels soient touchés aujourd'hui, et puis on voit bien sûr les femmes et surtout les enfants. Est-ce que ça a évolué, changé aujourd'hui, et quelles en sont les raisons? Ça a certainement évolué progressivement au cours des années, avec aussi peut-être une focalisation moins grande vers le groupe des homosexuels, sur lequel on a peut-être un peu trop rapidement tendance à croire que l'épidémie est arrêtée. Il y a eu des améliorations, c'est vrai, un certain ralentissement des choses. Il n'en reste pas moins que c'est un groupe qui continue à subir de plein fouet cette infection et je dirais qu'il y a tout de même des signes de non-ralentissement qui sont de moindres ralentissements récents qui sont peut-être assez inquiétants. Est-ce que cette population n'a pas pris plus facilement en charge la prévention? Oui, il y a eu un effort considérable fait grâce aux associations en particulier, mais enfin on enterre un petit peu trop vite cette épidémie. Et je voudrais d'ailleurs revenir, avant de parler des hétérosexuels, en disons un mot à ce point de vue-là. Il est certain qu'on voit monter le nombre progressivement des hétérosexuels atteints, qu'on connaît beaucoup moins ce qu'il en est des hétérosexuels contaminés en amont, et qu'il est difficile de donner des chiffres très précis dans ce domaine. Je crois plutôt qu'on a fini par commencer à se rendre compte que ce problème concerne tout le monde et que on focalise plus l'intérêt sur les hétérosexuels en ce moment, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. De ce point de vue-là, ce film qu'on vient de voir sur la prévention attire l'attention de tous les gens sur le fait que c'est un problème général, que ce n'est pas un problème de tel ou tel groupe particulier. Ça, c'est certainement une évolution. Je ne suis pas sûr que ce soit l'évolution de la maladie, je pense que c'est plus une évolution psychologique. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit en aparté, enfin, ou tout au moins que vous avez posé en question à un moment. Vous avez dit, est-ce qu'on cache quelque chose, que veulent dire les chiffres, etc. On ne cache rien du tout, mais les chiffres sont très difficiles à apprécier. Et surtout, je crois qu'il ne faut pas... vous voyez, on se focalise sur des chiffres, 200 000 en France, 100 000 ou 400 000. 200 000 est un chiffre infiniment plus vraisemblable d'après des études qu'on a fait récemment. Mais ce chiffre, il est un petit peu... il y a une espèce de magie des chiffres qu'on fait qu'on focalise son attention là-dessus. Il ne veut pas dire grand-chose en vérité, ce chiffre. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un chiffre considérable et qui représente un risque épidémique considérable pour le présent, bien sûr, mais pour l'avenir aussi. Et d'autre part, il faut se rendre compte que 200 000 personnes sur le territoire national, ça ne paraît rien. 200 000 personnes dont il faut se rendre compte qu'un très grand nombre est concentré sur la région parisienne, sur la Provence-Côte d'Azur, sur quelques autres points, ça représente à ces endroits, dans les rues de Paris, un nombre de contaminés énorme, très important, et qui, homosexuels, hétérosexuels, ou ce que vous voulez, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup d'autres choix, est quelque chose qui représente un risque de contamination considérable. Et on a tendance un petit peu à dire, oh ben on avait pensé qu'il y en avait 400 000, il y en a que 200 000. C'est pas parce qu'on a avancé à la légère des chiffres qu'il faut être rassuré. L'épidémie est très sévère, très sérieuse, et dans des villes comme Paris, comme beaucoup d'autres grandes métropoles dans le monde, elle continue à progresser, peut-être pas au même rythme, mais sûrement pas au même rythme, mais c'est tout à fait normal en épidémiologie. Une épidémie a des phases d'évolution. Mais le risque est loin d'être en régression, il est au contraire en augmentation chaque jour. Monsieur Lebas, le professeur Rosenbaum parlait d'épidémie pour la France. Alors pour l'Afrique, c'est
pire qu'une épidémie, c'est un véritable fléau. Oui, c'est une épidémie. C'est une épidémie. Ce qui me frappe, c'est d'abord qu'en Afrique, on en parle beaucoup. Je reviens d'Afrique, on en parle beaucoup plus qu'en France. Alors là, je suis mal placé pour le dire parce que vous organisez une émission où on en parle, mais c'est vrai que depuis quelque temps, en France, c'est par poussée de temps en temps, et que le reste du temps, c'est un peu une drôle de guerre. C'est la drôle de guerre, c'est loin là-bas. C'est cantonné dans certains groupes à risque, c'est les toxicomanes, les homosexuels, et c'est pas pour les autres. C'est la responsabilité de certains médecins, de certains services hospitaliers, c'est pas pour les autres. Il y a des infirmières qui travaillent jour et nuit auprès des malades, c'est quand même un travail dur. Parfois, il y a un certain désintérêt des autres. Et on a tendance à reléguer ça dans une certaine obscurité, dans un coin, et on n'y repense qu'à l'occasion, en effet, ou d'émissions, ou d'annonces un peu ou d'espoir, ou de vaccins ou autre, et sinon c'est relégué. Et je crois que là, il y a un vrai problème, qui est de la responsabilité collective de tous et de chacun, mais aussi bien des journalistes que du médecin, que des patients comme vous qui se battent, parce qu'en effet, il y a des gens qui se battent pour ça. Alors en Afrique, par contre, ce qui est frappant, c'est que ça touche tout le monde, et les Africains dans les villes ont conscience que ça touche tout le monde. C'est vraiment pas... Une raison principale à cela, c'est que chacun connaît, dans des villes comme Kinshasa, dans des villes comme à Brazzaville, au Congo, Zaïre, etc., chacun connaît quelqu'un qui est malade ou est mort du sida. Donc la proximité de l'épidémie est très importante, et plutôt que de la repousser, elle est au contraire très intégrée, très proche, et je crois que c'est un des soucis que nous devons avoir, en particulier auprès des jeunes, les jeunes c'est nous, auprès des jeunes pour prendre conscience de ça et bien se rendre compte que c'est de la responsabilité de l'action de chacun. C'est-à-dire chacun peut faire quelque chose. Alors je crois que là en Afrique on a beaucoup à apprendre. On voit le côté drame, fléau, mais il faut aussi voir tout ce qu'on peut apprendre de l'Afrique de ce premier point de vue, et d'un deuxième point de vue qui est aussi la solidarité entre les gens. Alors ce qui me frappe toujours, je travaille à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, l'heure des visites sonne, à la porte, il n'y a pas grand monde qui se bouscule, il y a beaucoup de volontaires d'associations comme pour les malades du sida, mais pour bien d'autres malades qui sont atteints d'autres maladies. Enfin, pour nos vieux, ça ne se bouscule pas au portillon. Heure des visites dans un hôpital africain, hôpital Mamadiémo, 50%, la moitié des malades ont le sida, il y a foule. Les familles, les amis sont là. Alors je crois que là aussi, on a à apprendre de l'Afrique de ce point de vue-là, et que le fait que ce soit une épidémie mondiale, c'est le drame pour chacun, le drame qu'on a vu là, dans sa singularité, celui que vous vivez, mais c'est des millions de personnes qui le vivent de cette façon-là, dans cette profondeur-là. C'est un drame singulier pour des millions de personnes. Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup à apprendre ailleurs, et que c'est peut-être la chance que va nous donner cette épidémie, j'espère, je le souhaite, c'est notre responsabilité à chacun, de saisir la chance de son universalité. Le fait qu'elle frappe tout le monde, le même virus frappe tout le monde de façon égale, et que donc peut-être que là il y a une possibilité. Si on ne saisit pas cette possibilité, on court vers des grands drames et vers un monde qui sera très, très moche au début du XXIe siècle. Monsieur Montagnier, on a parlé d'information. Alors je crois qu'à ce moment du débat, il faut nous parler de ce virus du sida, que les gens connaissent mal, parce qu'on utilise un certain nombre de mots qui d'ailleurs ont été changés. On a parlé de séropositif, on a parlé de porteurs sains, on a parlé de HIV, de SIV, ils ne se retrouvent pas non plus au milieu de tous ces termes-là. Alors, vous pourriez nous le montrer, nous dire ce qu'il est, ce virus du sida, ou ces virus du sida, puisque je crois qu'on en a découvert un second. Oui, enfin, je crois que le sida nous tombe sur la tête, c'est pas par hasard. Il y a des causes qui ont déterminé l'apparition de cette épidémie. Le premier responsable, effectivement, c'est un virus qui probablement était ancien en Afrique, qu'on appelle donc le virus de l'immunodéficience humaine, VIH en français, HIV en anglais, dans le film. Et ce virus, effectivement, a beaucoup de responsabilités dans cette maladie. Mais je crois que pour répondre aussi à beaucoup de questions qu'on nous pose constamment, mais il faut quand même répondre, il faut bien distinguer entre être infecté par le virus et avoir la maladie du sida. Être infecté par le virus, on peut le détecter par ce qu'on appelle effectivement un test
qui recherche les anticorps contre le virus. Donc si le test est positif, on a des anticorps contre le virus, c'est-à-dire qu'on a été en contact avec le virus et que notre système immunitaire, qui est là, eh bien, a répondu en faisant des anticorps. Mais ça veut dire également que le virus continue à être présent. C'est-à-dire que les anticorps n'éliminent pas la présence du virus dans l'organisme. Et donc, quelqu'un qui est séropositif, disons, ce n'est pas une condamnation à mort, c'est un risque de faire un jour le sida. Et ce risque, on ne sait pas très bien l'évaluer. On sait qu'il y a certaines populations d'homosexuels, notamment aux États-Unis, qui ont été étudiées de ce point de vue-là, et le risque était de l'ordre de 40-50% au bout de 10 ans après l'infection. Mais on ne connaît pas tout à fait le même, on n'a pas les mêmes données pour d'autres populations, notamment la population hétérosexuelle. On sait par contre que les femmes qui ont un enfant ont de grands risques de le transmettre à leur enfant et que dans un cas sur 3, il y a un sida dans la première année. Pourquoi probablement? Parce que l'enfant n'a pas de réponse immunitaire suffisante. Est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de savoir si l'enfant qu'on porte a le sida? Non, on ne peut pas le savoir. On ne sait pas d'ailleurs quand le virus est transmis. Il peut être transmis durant la grossesse, mais il peut être transmis aussi au moment de la naissance. Eh bien, on peut espérer avoir des tests qui permettent de savoir, dès que l'enfant est né, s'il a le virus ou pas. Et selon ce que vous disiez, si l'on est porteur du sida, on peut développer la maladie au bout de 10 ans ou au bout de 15 ans? Oui, il s'agit d'un phénomène très complexe. En fait, le sida paraît beaucoup plus complexe qu'on le croyait au début. Et effectivement, l'isolement du virus a été une étape importante, mais ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, le fait qu'on n'arrive pas à guérir du sida montre que ce n'est pas aussi simple qu'une autre maladie infectieuse. Est-ce que c'est un virus identique à celui du cancer, par exemple? Bon, il n'y a pas vraiment de virus du cancer. Il y a certains cancers qui sont causés par des virus qui sont relativement rares. Et si on parle de cette famille de virus à laquelle appartient le virus du sida, il y a effectivement une leucémie qui est notamment présente au Japon et une maladie nerveuse qui est présente dans les îles, dans les Caraïbes, qui est causée par un virus qui n'est pas le virus du sida, mais un virus relativement de la même famille. Mais les cancers, un virus, sont relativement rares à l'heure actuelle. Il faut bien voir de toute façon que le cancer, c'est lié à une association de plusieurs facteurs. Il peut y avoir un virus, mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs, notamment des facteurs génétiques. Alors le sida, c'est un peu différent, c'est une maladie infectieuse, transmissible. Il y a un agent primaire, mais aussi un certain nombre de facteurs qui aident également à la progression ou au contraire à l'arrêt de la maladie. Alors vous avez entendu les questions. C'est la première question qui se pose, c'est comment transmettons cette maladie? Alors on a dit un certain nombre de choses, le baiser, la salive, la fellation pour un jeune étudiant. On avait vu quelque part écrit que les moustiques pouvaient donner le... On sait qu'on est revenu là-dessus bien sûr, mais il faut toujours revenir sur les choses et la désinformation de ce genre. Oui, effectivement, c'est un virus qui est relativement fragile et il se transmet mal. Alors c'est un avantage, bien sûr, l'épidémie, si on prend des précautions d'hygiène normales, disons, se transmet lentement. Mais le désavantage, c'est effectivement comme le risque est aléatoire, eh bien on tend à l'oublier. Notamment quelqu'un de jeune se dit, après tout, je prends le risque d'être en contact avec un partenaire qui peut avoir le virus, puis après tout, je prends ce risque parce que ça fait partie de la vie. Donc c'est ça le danger de ce virus, c'est que la transmission sexuelle, qui est la transmission principale, ça n'est pas du 100%. C'est aléatoire, c'est un peu la roulette. Et on peut tomber sur un bon numéro ou sur un mauvais numéro. Il y a aussi la transmission par le sang, qui effectivement, elle, est beaucoup plus efficace. C'est le cas notamment chez les toxicomanes qui partagent les seringues. Et cette transmission par le sang ne demande quand même une certaine quantité de sang. Ce qui explique que si on se blesse et qu'on a une petite coupure et qu'on la couvre tout de suite, on ne risque pas de transmettre le virus du sida. Et les risques de transmission par la salive sont encore beaucoup plus faibles. Bien sûr, le virus est présent partout, dans tous les fluides de l'organisme, mais à des quantités extrêmement faibles. Et donc, toutes les données montrent que les principales transmissions, y compris en Afrique, c'est la transmission sexuelle. On a parlé du lait maternel également. Il y a effectivement une possibilité de transmission par le lait maternel, qui est faible, mais qui existe. Il y a également des possibilités de... On a parlé de la fellation. Le risque est beaucoup plus faible qu'une transmission par transmission anorectale ou vaginale, mais elle n'est pas nulle. Je crois que le professeur Rosenbaum a quelques cas où il y a eu transmission par fellation. Donc là, en fait, toutes les pratiques sexuelles, il faut faire attention. Oui, je crois qu'à ce niveau, on confond trop le vecteur
qui contient le virus, c'est-à-dire le sang, le sperme, la salive, avec le mode de transmission. La salive, ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Le sang et le sperme aussi, d'ailleurs. Vous avez évoqué des pratiques où la salive peut être responsable d'une contamination. Cela dit, les postillons, non. Le sperme ou le sang, c'est la même chose. Du sang sur la main, du sperme dans l'œil, tout sais-je, ça ne va pas vous contaminer. Par contre, au contact des muqueuses génitales, le virus au contact des muqueuses génitales peut entraîner une transmission dans des proportions aléatoires, effectivement. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Alors quand on parle de maladie, on pense tout de suite dépistage. Alors il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de personnes qui ne veulent pas aller se faire des tests alors qu'elles savent qu'elles risquent quelque chose, qu'elles font partie d'une de ces populations à risque qu'on a déjà évoquées. Et je crois que vous êtes dans l'ensemble tous contre un dépistage automatique obligatoire. Oui, le dépistage automatique n'a aucun intérêt. Il y a, je dirais, 3 ans, on disait dépister n'a pas d'intérêt individuel puisqu'il n'y a rien à proposer aux gens et n'a pas d'intérêt en termes de santé publique puisqu'on n'intervient pas dans une épidémie comme ça en contrôlant les gens qui sont contaminés. C'est l'ensemble de la population qui doit se protéger elle-même. Il ne faut pas demander à ceux qui sont contaminés de protéger les autres, il faut demander à ceux qui ne le sont pas de se protéger. Donc il ne servait à rien d'identifier les gens qui étaient contaminés. Aujourd'hui, le problème est très différent. S'il est toujours hors de question d'imposer un dépistage, puisque si les gens ne veulent pas savoir et qu'ils ne font pas ce qu'il y a à faire, ça ne sert strictement à rien, il est très important que tous les gens qui sont contaminés se fassent aujourd'hui dépister pour se faire traiter s'il y a lieu. Et c'est ça qu'il faut faire passer. L'idée qu'il n'y a pas de traitement dans cette maladie est une idée qu'il faut combattre avec la plus grande énergie. Il y a aujourd'hui, même avant qu'on ne soit malade, pour prévenir justement cette phase de sida, pour empêcher que la maladie se complique, des traitements qu'on peut appliquer dont le bénéfice est éprouvé. Pas discutable, pas évoqué, éprouvé, et cela de manière unanime par les médecins et, en France et dans le monde.